territoriale se prononce contre quand même ce qui est directement la politique gouvernementale en matière de santé, eh bien, ce sont des éléments positifs et sur lesquels il faut qu'on appuie pour faire avancer les propositions qu'a développées notamment Christophe Prudhomme. Voilà. La dame. Aussi, après, on fait intervenir une dame jeune. Bonsoir. Oui, moi, d'abord, c'était remarquable. Et vraiment, c'était clair comme de l'eau de roche. Par contre, je ne suis pas révolutionnaire, mais je crois qu'il n'y a qu'une révolution qui pourrait nous sortir de tout ça. Sans parler de l'hôpital. On va tout faire Tous péter. ces cours, tout ça. Et vraiment, je ne sais pas comment on pourrait s'en sortir. Parce qu'on va droit dans le mur, surtout depuis 2017. C'est vraiment une catastrophe. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alors, dernière parole. Du coup, moi je suis professionnelle de santé en ville. J'ai une question qui me taraude depuis plusieurs mois, voire là ces dernières semaines. C'est en tant que professionnelle de santé de ville, que dois-je dire à mes patients lorsqu'ils me demandent s'ils peuvent aller aux urgences? En fait, à cette question, moi-même, je n'ai pas la réponse. Pas plus tard que cet après-midi, quand j'ai dit à mon fils de 12 ans que je venais ce soir à une réunion, à un débat sur les urgences, ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit que c'était par rapport à l'accès aux soins. Et mon fils de 12 ans m'a dit « Mais maman, comment ça se fait que tu ne sais pas si les urgences sont ouvertes? C'est facile, il faut écouter Chérie FM. Ils ont dit à la radio que les urgences sont fermées toute la semaine et sinon il faut appeler le 15. » Moi, je suis désolée, en tant que professionnelle de santé, ça me crève le cœur de devoir dire à mes patients aujourd'hui qu'il faut appeler le 15. Moi-même, étant parent, ayant ma famille également sur le territoire, ça me crève le cœur de leur dire « Écoutez, aujourd'hui, j'ai beau être une soignante engagée sur le territoire, je n'ai aucune solution si ce n'est de vous dire d'appeler le 15. » D'écouter, Le pire, c'est que l'assurance maladie, la CNAM, en fait une publicité régulière sur les fréquences nombreuses des radios. Je vais donner une dernière intervention. Il va se présenter lui-même. Bonsoir, Guégan Sébastien, syndicat CGT 10, les pompiers. Donc pour intervenir rapidement sur les répercussions ou l'effet domino de la dégradation de l'offre de soins sur nos territoires, sur les services du SDIS. L'impact est important, on le voit nous au quotidien, c'est-à-dire des délais d'intervention qui se sont rallongés de façon considérable. Je pense au secteur de Lannion-Pérouse, par exemple, on était sur un délai de route à tout point du secteur d'intervention à l'hôpital de Lannion d'environ un quart d'heure, 20 minutes. Et là, avec la régulation des urgences, c'est au moins 40-45 minutes de délai pour aller sur Borlée, Paimpol ou Guingamp. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a un effet qui est quand même négatif pour la victime en premier lieu, parce qu'il faut savoir que les pompiers transportent des victimes, pas des patients. Ils deviennent des patients pour la suite. Deuxième point, c'est alors je vais prêcher pour notre paroisse, c'est l'effet l'impact négatif également sur les pompiers eux-mêmes. Entre autres, les pompiers volontaires qui composent une partie des effectifs. Il faut savoir que ces pompiers volontaires le lendemain d'une garde, comme tout le monde, vont au travail et ne bénéficient pas de repos de sécurité comme on pourrait l'entendre. C'est-à-dire quand ils ont passé leur nuit à trimballer les victimes à travers le département, le lendemain ils doivent aller au boulot avec tous les risques que ça induit. Un professionnel, lui, il a ce repos de sécurité, il peut se reposer le lendemain. Donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule, on va dire. Et pour finir, il faut le reconnaître, l'offre de soins et l'offre de secours sont intimement liées. Et je dis, le désenclavement des territoires, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui avait peur de venir habiter dans la région, qui avait des craintes.
le désenclavement des territoires ne peut se faire également que par une offre de soins cohérente et dimensionnée, dimensionnée au bassin de vie, quoi. Et là, à l'heure actuelle, on voit bien que ça a tendance à disparaître. Voilà. Alors, sur le 15, je crois que, et sur la régulation, Éteins-le. ouais, je crois. Bon, très clairement, mais Christophe le dira mieux que moi, la volonté, c'est que ça soit partout comme ça. Hein. C'est ça qui est derrière, hein, qu'ils sont en train de mettre en place de façon soi-disant expérimentale à tel ou tel endroit, mais là, ça s'étend de façon assez impressionnante, et c'est leur volonté, comme ça a été à un moment donné, la volonté très clairement affichée de ne plus avoir qu'un seul ou deux hôpitaux publics par département. Voilà, on a maintenant, je ne sais plus combien il y a de départements qui n'ont plus qu'une seule maternité, mais si vous prenez Cahors cet été qui a fermé, c'était la seule maternité du Lot après la fermeture de Figeac, Saint-Céré, Gourdon, etc. Et donc, quand cette maternité a fermé cet été, on renvoyait sur les maternités avoisinantes. Dans les maternités avoisinantes, il y avait Sarlat qui était fermé au même moment. Et donc, il fallait faire 1h15 de route voilà, c'est à peu près 1h15 pour gagner les autres maternités qui elles-mêmes étaient en surcharge, etc. Enfin, tout ce qu'on a pu décrire sur les urgences, on le décrit sur les maternités. On peut le décrire sur la psychiatrie et sur bien d'autres choses. On travaille maintenant très régulièrement à l'hôpital dans ce qu'on appelle un mode dégradé. Et le mode dégradé, finalement, ça devient le mode normal de fonctionnement. Et en tout cas, ce qui a aussi changé en termes de mentalité, je repense à ce que vous disiez, par rapport aux directeurs d'hôpitaux, c'est qu'auparavant, un directeur d'hôpital se serait quand même bagarré pour éviter d'avoir une situation en mode dégradé, quoi. Mais aujourd'hui, non, on signe le truc, ce week-end, il n'y a pas, on fait le mode dégradé, point. Et ainsi de suite. Voilà. On est vraiment dans une... oui, je pense de ce point de vue-là, il y a aussi une dégradation, je ne sais pas comment l'indiquer, mais enfin, qui n'est pas uniquement financière, etc. Il y a aussi une mode de dégradation dans les relations au travail, dans la façon de travailler avec les soignants, les professionnels, etc. au sein de l'hôpital, et c'est aussi la façon managériale tout simplement de travailler, et ça contribue à la fuite des professionnels. Hein. Comme j'imagine que les pompiers volontaires, vous allez avoir plus de difficultés à en recruter, vu les situations, et vu y compris ce qui risque de retomber, parce que quand on transporte quelqu'un pendant 1h15 au lieu de 20 minutes, hein, et que la situation est urgente, c'est pas le même vécu non plus, et c'est pas les mêmes risques encourus, et donc tout ça va entraîner des dégradations en ligne. Derrière aussi, ce qu'on a tous dit, ou en tout cas beaucoup, c'est bien sûr la privatisation qui est très clairement en jeu. Hein, privatisation du système de santé, marchandisation, voilà. Bon, donc, alors, dans les choses un peu intéressantes quand même, pour redonner, comme dit Christophe, il faut qu'on sorte aussi un peu avec la pêche ce soir. Dans les choses intéressantes, c'est la première fois que c'est retoqué en commission des affaires sociales. Là, c'est depuis 1997 que ça existe, hein, c'est la première fois que c'est retoqué en commission. C'est la première fois qu'il y a une campagne menée sur le long terme, telle qu'on la mène avec cette réunion de ce soir et d'autres, je vous ai dit, rien que 17 la semaine dernière, mais j'en oublie probablement parce qu'il y a vraiment des tas de réunions qui se passent. C'est la première fois qu'il y a une vraie campagne qui est menée dans le cadre du projet de loi de financement, avec l'idée de pointer les responsabilités, et y compris ces responsabilités-là sur le vote des députés, des sénateurs, etc. Et puis après, c'est aussi, je trouve que cette année, effectivement, au niveau des projets régionaux de santé, il y a aussi beaucoup de votes contre, et beaucoup d'expressions, en tout cas, de ce point de vue-là. Et donc, ça veut dire que, alors c'est vrai que c'est parce qu'on est confronté à une situation qu'on perçoit tous comme étant vraiment une grave crise. Enfin, il faut dire les mots tels qu'ils sont. C'est une grave crise sanitaire que nous vivons. Hein, c'est pas le Covid, mais c'est après le Covid. Et avant, ça avait commencé. On avait déjà des alertes depuis bien longtemps des soignants sur la situation de l'hôpital, la dégradation, etc. Et en médecine de ville,
sur les désertifications médicales et compagnie. Donc aucune mesure réelle n'a été prise et donc on est maintenant dans une grave crise sanitaire. Et face à cette grave crise sanitaire, ben oui, il va falloir qu'on se mobilise vraiment largement tous ensemble. Et on a quand même des premières... on sent quand même qu'il y a des possibilités. Enfin, quand je vous disais qu'on est 70 organisations, on n'a pas y compris été toqué aux portes pour les avoir, hein, les 70 organisations. C'est eux qui nous ont écrit en disant on a vu ce que vous faisiez, nous on est d'accord et on souhaite y participer. Parce que c'est plus possible maintenant. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir sortir ce soir avec tous un peu l'idée de transmettre tout ça. Oui, moi je pense qu'il faut être positif parce que depuis maintenant 20 ans qu'on est sur la même... enfin, on se connaît depuis longtemps, qu'on répète la même chose, c'est pour ça que le discours est bien rodé. On prêchait dans un désert avant. C'était très compliqué. Les élus, la santé, c'est une affaire de professionnels, on ne connaît rien. C'était pas leur priorité. Dans la population, c'était pareil. Bon, oui, on trouve toujours une solution, on se débrouille. Pas si grave que ça. Là, la crise, elle est réelle et tout le monde s'en rend compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin... nos arguments portent immédiatement, parce que c'est ce que vivent les gens. C'est ce que vivent aussi les élus. Vous voyez, moi, les élus, c'est très simple. Hein. S'ils ont un vrai problème de santé, je les aide. Si c'est pour avoir des passes droits, je les envoie chier. Hein. Parce que c'est ça le problème. Tout parti confondu. Hein. Voilà, que sont dans la merde, bah, je dis, mon gars, ouais, dans la merde, bah, tu restes dans la merde. Hein. C'est le résultat aussi de la politique qui est menée. Si en plus c'est un élu qui a voté pour, bah, qu'il assume. Là, il y a un vrai débat qui est en train d'émerger. Un sondage qui a été fait là, en fin d'été a montré que, alors qu'il y avait la problématique du pouvoir d'achat, l'inflation, la première préoccupation des Français fin août, c'était la santé. Parce qu'il y a une telle médiatisation, en particulier la presse quotidienne régionale, la presse nationale, non, hein, ça va au moins les oligarques, et ils n'en parlent pas, mais la presse quotidienne régionale, elle est obligée d'annoncer, y compris les radios locales, hein, ils sont obligés de dire, c'est fermé, machin, parce qu'ils savent que ça intéresse la population. Donc, on est dans une situation politique où si on poursuit ces débats, si les gens s'emparent de ces questions et portent eux-mêmes les solutions, une partie des solutions. Vous voyez, si on prend l'affaire qui vous concerne aujourd'hui, la fuite des médecins de Pontivy et de Lannion. Pourquoi ils s'en vont? Parce qu'ils ont demandé un certain nombre d'améliorations, ils ne demandaient pas la lune, hein, mais ils sont face à des directeurs qui aujourd'hui ne sont plus les directeurs qui défendent le service public. C'est plus vrai ça. Alors, parfois alors qu'en défendant, il faut savoir qu'une grosse partie de leur rémunération, c'est une prime qui est liée à leur résultat. Leur résultat, c'est le résultat financier. Ce n'est pas l'offre de soins de la population. Voilà. Hein, et ensuite, c'est très rare maintenant qu'un directeur d'hôpital reste 10 ans dans un hôpital. On le laisse 4-5 ans, il fout la merde et puis hop, il s'en va. On en met un nouveau qui arrive avec un beau discours en disant oui, je vais essayer de régler, puis hop, il reste 4-5 ans. Donc, le gouvernement aujourd'hui est tellement caricatural qu'il est en difficulté. Effectivement, c'est la première fois que la Commission des affaires sociales rejette la loi de finances. La Fédération hospitalière de France, qui ne sont pas les révolutionnaires, hein, c'est la représentation institutionnelle des hôpitaux, ce sont des directeurs d'hôpitaux et les élus. Ils ont dit clairement, si on n'a pas une augmentation de 5%, on va dans le mur. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on le dit depuis des années, ça a été difficile pour les syndicalistes de dire aux patients, portez plainte. Parce que le risque, c'était que ça se retourne contre les professionnels. Or, il y a des plaintes. Alors, il y a le temps de la justice, hein, qui n'est pas le temps de la réparation, et bon, ça reste une justice bourgeoise, mais quand même, il y a de plus en plus de plaintes. Donc ça veut dire aussi que les gens osent porter plainte. Et de manière positive, parce que quand ils passent dans les médias, c'est pas pour incriminer les soignants, mais c'est parce qu'on accuse le gouvernement et pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, il faut des moyens. Donc la question des moyens aujourd'hui est incontournable. Or, ces questions des moyens, on
voit bien, c'est la santé, c'est l'éducation, mais on pourrait faire le même débat sur l'éducation. Les deux grands secteurs d'activité qui étaient largement financés par le public dans les pays riches et développés depuis 1945 sont attaqués. On privatise l'école, on privatise la santé. Parce qu'on ne compte pas quand c'est son gamin, quand c'est la santé. Donc ils savent, et c'est un marché captif. Vous n'allez pas envoyer faire votre gamin faire des études à l'étranger. Il y a certains qui le font, mais c'est local. Donc c'est un marché local. Et donc, il faut partir du concret. Le centre 15 des pompiers, on travaille ensemble, en tout cas au niveau de la CGT, avec les pompiers, parce qu'il y a un impact. J'ai été dans le Maine-et-Loire là, récemment, à Segré. Il a failli y avoir une catastrophe. C'est-à-dire qu'un jour, ils ont, enfin c'est régulier, mais un jour où ils ont demandé à ce que le patient soit transporté jusqu'à Nantes, le VSAV, c'est 3 heures. Pendant ce temps-là, il y a eu un feu à 2 km du centre de secours, et ils n'avaient plus assez de pompiers pour armer le véhicule feu. Voilà, parce que aussi, une bonne partie des pompiers, c'est 35 000 pompiers professionnels, mais c'est 200 000 volontaires. Et les volontaires, ils disent, moi, je ne fais pas ça, quoi. Je suis pas là pour suppléer les compagnies d'ambulance et puis pour emmener les patients à 200 bornes, quoi. Enfin, parfois, c'est 100 km. Hein. Dans le Morvan, la femme qui va accoucher, il y a une période, on l'emmène à Dijon. Hein. Donc, quand vous partez du Morvan l'hiver et vous emmenez la femme à Dijon, votre nuit, elle est morte. Hein. Donc, il faut qu'on élargisse, qu'on travaille de manière collective. Pompiers SAMU, on est complètement main dans la main. Voilà. La question du centre 15, c'est pas une bonne réponse. Les centres 15 sont débordés. Moi, je le dis clairement. Si on demande à tout le monde d'appeler le centre 15 et que l'appel pour l'arrêt cardiaque, on met 10 minutes pour le décrocher, c'est même plus la peine d'envoyer les pompiers un véhicule du SAMU. On enverra un médecin dans la journée pour signer le certificat de décès. Voilà, il faut être clair. Il faut être cash aujourd'hui. Il faut être cash. Et quand je dis c'est une politique meurtrière, c'est une réalité. Et qu'il y ait des médecins qui disaient pas ça, quand je vous ai cité là, le rapport de la Société française de néonatologie, qui disent qu'il y a 1000 gamins qui, dans les premiers jours de vie, vont mourir parce qu'on a un système qui est défaillant, c'est fort. C'est jamais, moi j'ai entendu les médecins dire ça. Donc la question c'est, il faut une révolution. Mais la révolution, c'est pas forcément violent. La révolution, c'est que les gens s'emparent voilà, de perspectives de rupture et se donnent les moyens d'imposer cette rupture. Et cette rupture aujourd'hui, vous voyez, je ne vous aurais pas dit la même chose sur le référendum. Battons-nous pour qu'il y ait un référendum sur cette question d'exclure le marché du secteur de la santé. Voilà. Parce que ça, c'est clair, c'est carré, ça a des incidences immédiates. Et au niveau juridique, c'est très simple. Hein, parce que vous savez, le juridique, c'est qu'à 100% de nationalisation, ça fait peur. Non, nous, ce qu'on dit clairement, c'est plus d'agrément sécurité sociale si vous êtes à but lucratif. Ça, c'est un article dans la loi de financement de la sécurité sociale. Et alors, après, ça sera pas, on ne va pas fermer les structures. On va les réintégrer dans le service public ou dans le privé non lucratif, y compris les groupes peuvent se transformer en groupes non lucratifs. Là, ils essayent de magouiller en se transformant en société à mission, en disant c'est pas vraiment non lucratif. Mais comment ils font? Le meilleur ami du président, là, qui récupère les hôpitaux, des cliniques, du médico-social, Aurelio, soi-disant, c'est du non lucratif, son groupe SOS. Sauf que derrière, c'est du lucratif. Parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est les poupées russes. Oui, le fonctionnement, c'est non lucratif. Mais par contre, les locaux, c'est à moi et je fais payer un loyer. Et puis la société de service, c'est à moi aussi, mais c'est lucratif et je fais payer le service. Je vous conseille de lire un excellent bouquin d'un sociologue, anthropologue américain qui malheureusement est décédé jeune, qui s'appelle David Graeber, ça s'appelle La bureaucratie. Et son hypothèse qui valide, c'est de dire le capitalisme libéral crée de la complexité pour multiplier les sources de profit, ce qui entraîne une bureaucratie pire que celle qui existait en Union soviétique. Voilà. Et c'est la réalité. Comment fonctionne, comment il multiplie les sources de profit? Quand vous allez dans une clinique, quand vous allez à l'hôpital, vous êtes hospitalisé, vous allez avoir une prise de sang, un scanner, c'est dans le forfait global pour l'hôpital. Quand vous allez à la clinique, on vous dit non, vous arrivez avant, et le matin, vous allez passer le scanner ou l'IRM, mais là, c'est facturé directement à la Sécu. Et ensuite, ils vont vous facturer l'hospitalisation qu'à partir de midi. Voilà. Donc, tout ça fait que, quand vous allez dans une clinique, ça coûte beaucoup plus cher à la sécurité sociale et aux patients, parce qu'il faut qu'ils sortent sa carte bleue pour les dépassements de l'horaire, que quand vous allez à l'hôpital.
Sauf que il manipule les chiffres, et le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, M. Lamine Garbi, d'abord a fait adhérer sa fédération au MEDEF il y a une dizaine d'années, qui siège à la droite du MEDEF, et qui se paye des pages de pub dans la presse pour dire, venez donc dans le privé, vous voyez, on nous brille, on aimerait bien ouvrir des urgences, etc., patin coup fin. Oui, pourquoi ils ouvrent des urgences? Parce que les cliniques se regroupent, et quand vous avez une clinique de 150 à 200 lits, si vous n'avez pas de service d'urgence pour remplir les lits, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, ils ouvrent des services d'urgence. Et alors, la dérive, c'est quoi? C'est pourquoi on manque de médecins urgentistes aujourd'hui. Parce que, vu les conditions de travail à l'hôpital, vous allez dans un centre de soins non programmés ouvert dans une clinique, c'est ouvert jusqu'à 20h, vous rentrez chez vous, vous travaillez moins et vous gagnez au moins autant, voire plus. Vous allez travailler dans le centre de soins non programmés, vous ne restez pas à l'hôpital. Voilà, donc il y a le système est éminemment pervers, et ça, faut qu'on le décrit, il faut qu'on l'explique et il faut qu'on le dénonce. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je termine là-dessus. C'est pas que l'appel au centre 15 des pompiers. Vous avez un certain nombre de départements. Aujourd'hui, quand vous appelez le SAMU, il n'y a plus de médecin au SAMU, c'est une infirmière, avec un protocole. Quelle que soit la qualité de l'infirmière, c'est une dégradation de l'offre de soins. Les fameuses infirmières de pratique avancée, dont on parlait tout à l'heure, moi je suis pour élever le niveau de compétence des infirmiers, des kinés, etc. Mais pas pour remplacer les médecins. Parce que ça, c'est revenir au 19e siècle, avec les officiers de santé, les sous-médecins, pour les plus pauvres dans les régions les plus défavorisées. C'est inacceptable. Voilà. Donc, or ça, ils le mettent en place aujourd'hui, ils veulent le généraliser. C'est-à-dire, si vous habitez à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice, vous aurez des services, y compris privés, qui vous seront proposés. Si vous habitez en Mayenne ou en Centre-Bretagne, il n'y aura même pas de service privé. Il n'y aura plus de service public, parce que le service privé ne va pas s'installer là, parce que ça ne sera pas rentable. Il y a le 3 plaies, 3 tondus. Donc, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Et alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on en fasse une question politique fondamentale. On ne peut pas nous parler d'écologie si on concentre les moyens des populations dans les grandes métropoles. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient d'être publié, très critique sur l'évolution du système de santé, et qui dit ce qu'on dit. Il faut arrêter de concentrer dans les métropoles. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se concentre dans les métropoles, public et privé, et ils se concurrencent. Voilà. Parce que où se regroupent les cliniques? Les petites cliniques qui ferment, elles ferment dans les petites villes, et elles se regroupent dans la métropole, à côté de l'hôpital, et ils prennent ce qui est rentable, ils laissent à l'hôpital la merde. Voilà. Donc, ce qui est rentable, c'est aussi ce qui est le plus intéressant pour les médecins en termes de conditions de travail et de rémunération. Donc, ils viennent piquer les médecins à l'hôpital public. Voilà. Et donc, et tout ça, et des exemples, on en a des dizaines. Vous voyez, Monsieur Rousseau, dont je vous donnais le pédigré, qu'est-ce qu'il a fait en Île-de-France quand il était directeur général de l'Agence régionale de santé? Je donne un exemple. Dourdan, qui est une petite ville comme Lannion. Il y a un hôpital en difficulté, comme l'hôpital de Lannion, exactement pareil. Eh bien, le directeur de l'hôpital, avec les médecins, dit, ce serait bien qu'on ait un IRM. Un scanner, un IRM. Le maire, un des rares maires macronistes d'Île-de-France, avec ses amis médecins radiologues privés, font pression en disant non, ce serait mieux que l'IRM soit dans le privé. Ils font pression sur le directeur pour qu'il retire son projet. Parce que quand ça passe en commission à l'ARS, s'il y a 2 projets publics-privés, ça crée des débats, c'est pas bon, ça peut être médiatisé. Donc, finalement, l'hôpital retire. Donc, c'est le projet privé. Et le projet privé, les radiologues, qui sont radiologues indépendants, acheter un IRM qui coûte plusieurs millions d'euros, ils n'ont pas le pognon. Et les banquiers vont pas prêter. Donc, ils vont chercher le groupe Ramsay pour investir dans l'appareil. Ils n'ont pas les locaux. Et le maire, avec son copain président du département, il trouve des locaux du département qui étaient inutilisés, qui leur vend. Donc le résultat, là, c'est que l'IRM là, va être inauguré début 2024. Les patients qui auront besoin d'une IRM à l'hôpital, il faudra une ambulance pour les transporter dans le cabinet privé. Et alors, bon prince, les radiologues privés, alors, mais pour les patients qui viendront de l'hôpital, on ne prendra pas de dépassement d'honoraires. Et à Dourdan, on a aussi fermé des lits de soins de suite et de réadaptation et on a construit
une clinique privée sur les locaux, sur les... Voilà, oui, dans les temps, voilà. Et on a construit une clinique privée qui a ouvert évidemment les soins de suite et de réadaptation, tout simplement à la place des lits fermés dans l'hôpital public. Voilà. Juste, moi, je voulais vous dire aussi... Oui, vas-y. Tout à l'heure, Christophe disait que les fédérations hospitalières avaient réagi par rapport au budget de la Sécu. Mais moi, je voulais préciser que la Fédération hospitalière de France, donc les hôpitaux publics, avait comme leitmotiv le bon patient au bon endroit au bon moment. Et dans le projet médico-soignant partagé du GHT d'Armor, c'est-à-dire chez nous, l'idée, et bon, il est là, hein, et il y a des beaux dessins pour l'expliciter. L'idée, ça serait par exemple Monsieur Dupont est de Lannion, mais il va se faire, il a une intervention prévue, mais le chirurgien est à Guingamp. Eh bien, c'est pas compliqué, on va l'envoyer à Guingamp, alors il va rentrer à Lannion, on va l'envoyer à Guingamp en ambulance. Il va se faire opérer à Guingamp, et puis en post-op immédiat, il reviendra à Lannion. Mais ça pourrait être aussi Saint-Brieuc, être en soins de suite, aller à Paimpol, et ainsi de suite. Alors que l'État a l'obligation actuellement de revoir sa copie au niveau de l'empreinte carbone de tous les services publics. Donc là, il y a un truc que je ne comprends pas. Enfin, c'est facile à comprendre, quoi. Ils s'en fichent complètement de l'empreinte carbone et du coup et du stress des patients. Parce qu'on dit que les patients, quand ils attendent aux urgences et qu'ils sont hospitalisés une journée en attente d'un lit d'hospitalisation, ils ont une perte de chance, une aggravation de presque 50%. Mais moi, j'aimerais bien savoir s'il y a une étude qui dit que le patient qui attend 4 jours une intervention, comme c'était le cas vendredi dernier à l'hôpital de Lannion, parce qu'il n'y a pas de place pour se faire opérer, ou celui qu'on balade à droite, à gauche et qui revient comme un colis Amazon, j'aimerais bien savoir s'il y a une étude qui prouve le risque de guérison ou le risque anxiogène, enfin quelque chose de concret, quoi. Voilà, je suis sûre que c'est mesurable. On a des chiffres là qui sont en train d'être expertisés par les unités de l'INSERM qui s'occupent de ça, de la recherche scientifique médicale. Après la crise Covid l'an dernier, donc il n'y avait plus de Covid, il n'y avait plus de mortalité que Covid, les projections démographiques n'étaient pas en ligne avec ce qu'on attendait. On a eu une surmortalité de 58 000 personnes. Donc, c'est logique, pourquoi on a une surmortalité de 58 000 personnes? C'est sûrement plurifactoriel. On a déjà quelques explications. Hein. Nos collègues cancérologues ont dit que l'arrêt de toute activité, enfin le bordel là, du confinement, sur le cancer, on a une surmortalité qui avait été chiffrée pour les 2 premières vagues à au moins 6 000 personnes. Okay, retard à prise au diagnostic et au traitement. Ce qui est clair là, c'est que ce qu'on constate, c'est que quand les gens ont mis ce qu'on dit l'équipement socio-culturel et l'équipement socio-économique pour se débrouiller dans le système de santé, ils ne se soignent pas. Ils arrivent à l'hôpital avec des pathologies évoluées et donc il y a une surmortalité. C'est le cas chez moi en Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France. Mes collègues me disent, les collègues qui viennent de Paris et qui arrivent dans cet hôpital, et ils disent « mais j'ai jamais vu des malades comme ça ». Voilà. Donc il est clair que, et on a 700 000 personnes atteintes de ce qu'on appelle des affections de longue durée, donc des patients complexes, qui n'ont plus de médecin traitant. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai eu cet été un couple de personnes âgées qui appellent, moi je travaille dans un SAMU au centre 15, 2 personnes de 80 ans, autonomes à domicile, en Ile-de-France, hein, à l'Île-des-Gardons, c'est c'est entre Paris et Roissy, une zone urbaine, plus de médecin traitant.
Alors, plus de médecin traitant, parce que leur médecin traitant est décédé, qu'ils ont essayé d'en trouver un, et que tous les autres ont dit non, je suis débordé, je ne peux pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi l'aspect générationnel. Le monsieur, le vendredi, commence à tousser, a une infection pulmonaire, il ne trouve pas de médecin, ils ne veulent pas déranger, c'est vendredi soir, donc ils attendent, ils appellent que dimanche soir, et dimanche soir, le patient, il allait très très mal. Alors qu'on l'aurait vu le vendredi, il aurait été vu le vendredi par un médecin en ville, on aurait prescrit les antibiotiques, il ne serait sûrement pas dégradé. Voilà, ça c'est du quotidien. Voilà. Donc, je vous ai donné plein d'éléments, mais vous voyez, nous à l'assurance maladie, à la CGT, vous savez qu'il y a, vous avez entendu ça dans les médias, il y a la discussion sur la convention médicale. Les représentants de la profession, ils pensent qu'au pognon. On veut 30 euros, on veut 50 euros, machin. Nous, ce qu'on a dit, non, c'est pas ça. C'est comment on se donne les moyens pour que les 700 000 personnes en affection de longue durée aient un médecin traitant, comme l'a promis le président de la République. Or, les chiffres montrent que ça augmente de jour en jour. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette autre chose sur la table que la discussion sur est-ce que la consultation elle est à 30 euros, à 50 euros. C'est pas ça le problème, c'est comment on fait des visites à domicile, comment effectivement ces patients-là, ils ont un médecin traitant, c'est ça l'objectif. Hein. Parce qu'autrement, on va réellement dans le mur. Et donc, il faut, moi je pense qu'il y a un vrai problème au niveau des associations de patients. Le système est éminemment pervers. Pourquoi dans les conseils de surveillance des hôpitaux, moi les associations de patients qu'on a à la Caisse nationale d'assurance maladie, alors ils essayent d'être un peu revendicatifs, mais il y a un vrai problème. La loi Kouchner était une loi intéressante pour reconnaître les associations de patients, mais elle est éminemment perverse, puisque les associations de patients sont financées par la sécurité sociale. Et oui, c'est les subventions. Et ils ont créé un monopole qui s'appelle France Asso Santé, qui est main dans la main avec le gouvernement, financé par la sécurité sociale, et qui essaye d'exclure les gens qui dérangent. L'association de défense des consommateurs de la CGT, qui défend aussi les patients, Adecosa CGT, a été obligée d'aller jusqu'au Conseil d'État, puisque France Asso Santé lui déniait le droit de représenter les patients. Vous voyez où on en est? C'est-à-dire qu'ils marchent main dans la main, c'est les copains et les coquins. Et à un moment donné, ça suffit. Et puis, vous savez, des revendications, on en a en pagaille. On a créé le Conseil de l'ordre infirmier, qui est une merde, qui est copié sur le Conseil de l'ordre des médecins. Le Conseil de l'ordre des médecins, il y a encore des médecins qui se battent. Mais je vous rappelle quand même, pour les plus anciens, que la suppression du Conseil de l'ordre, c'était dans les 101 propositions de Mitterrand pour l'élection de 81 quand même. Comme la suppression de l'activité primaire à l'hôpital public. Ok? Voilà. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on réclame ça. Sauf que, bon, c'était passé, voilà, bon, on s'en préoccupait plus. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une exigence. Le renoncement aux soins est essentiellement lié au dépassement d'honoraires aujourd'hui. Voilà, c'est financier. Et, quand vous prescrivez un scanner ou un IRM à un patient, si le médecin ne prend pas son rendez-vous, parce que c'est difficile, si vous ne maniez pas le Doctolib aujourd'hui, c'est impossible d'avoir un rendez-vous. Puis quand vous avez un rendez-vous,